Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et aujourd'hui je te présente dans ce nouvel épisode la petite boîte du jeu Mech vs Minions qui est un jeu sorti en 2015 ou 2016 de Riot Games. C'est un jeu dans l'univers de League of Legends. C'est un jeu coopératif de 2 à 4 joueurs. Les parties vont durer environ 60 à 90 minutes. La mécanique principale du jeu est une mécanique de programmation. Fait que les joueurs vont avoir à sélectionner des cartes en temps réel. Ils vont ensuite, dans une phase qui n'est plus en temps réel, placer leurs cartes sur une espèce de ligne de commandement qui va dicter comment leur mech va se comporter pendant la phase d'activation. Ensuite, il y a des minions qui vont se promener, qui vont nous attaquer. C'est un jeu de campagne à scénario. C'est pas un jeu legacy, fait qu'il n'y a rien qui se brise, qui se déchire. C'est un simple jeu de campagne. On a quand même des enveloppes qui viennent avec les différents scénarios du jeu. Fait qu'on va déchirer l'enveloppe la première fois qu'on active, qu'on joue ce nouveau scénario. Le scénario va nous indiquer quel est le prochain scénario à jouer une fois qu'on le gagne. Mais les scénarios, une fois qu'on les a tous faits, on peut les refaire dans l'ordre de notre choix. On peut prendre le scénario 8, 9, 10. Je pense qu'il y a 12 scénarios à l'intérieur de la campagne. Fait qu'on a quand même une belle durée de jeu. Puis chaque scénario est rejouable un nombre infini de fois. Il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Fait que comme d'habitude, je t'indique comment on installe le jeu. C'est pas très compliqué. Ensuite, je t'explique comment on y joue. Et je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Donc, Mech vs Minions, comment on installe ça? D'abord, le placement individuel. Pour commencer, les joueurs vont avoir à se choisir un mech. Les mechs, il y en a 4 qui viennent à l'intérieur du jeu. Ils ressemblent à ceci. Moi, je vais avoir choisi ce mec-là. Il y a également lui qu'on peut prendre. On voit qu'ils sont prépeints. C'est pas moi qui ai fait ça. Fait que chaque joueur va avoir à choisir son mech. Son mech va venir avec un petit plateau individuel. Puis quand je dis petit, je veux dire gigantesque, qui ressemble à ceci. Fait qu'on a un plateau avec notre surface de programmation sur laquelle on va pouvoir placer jusqu'à 6 colonnes de programmation. Et notre mech va venir avec une carte pouvoir. Une carte pouvoir qui va se débloquer quand notre piste d'overdrive va être rendue à 4. Dans ce cas-ci, chaque joueur va avoir une carte d'overdrive différente. Puis il y a des cartes d'overdrive qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure que la campagne avance pour remplacer ou s'ajouter à celle-là. Fait que pour le placement individuel, c'est pas mal juste ça qui est à faire. On choisit son mech. On prend son plateau de joueur, on prend sa carte de pouvoir initiale, on en a juste une en début de campagne, puis on va aller placer son mech quelque part sur le plateau, c'est le scénario qui va nous dire où. Deuxième chose qu'on va placer, c'est le plateau lui-même. Le Mech vs Minions, c'est un jeu à scénario, fait que les plateaux, c'est le scénario lui-même qui va nous indiquer quel plateau on va prendre. Moi, pour mon exemple, j'ai pris ce scénario-là, qui est le plateau du scénario d'introduction, du scénario tutoriel. Dans le jeu, il y a beaucoup d'autres tuiles qui vont venir dans le jeu, qui sont toutes recto-verso, qui montrent des environnements différents. Certains scénarios vont me demander de placer 2, voire 3, voire 4 tuiles l'une à côté de l'autre, va avoir différents environnements dessus, etc., etc. Moi, pour mon exemple, je vais placer celui-là. Je précise quand même que des fois, des scénarios vont me demander d'ajouter une tuile par-dessus pour remplacer une partie d'une tuile. On peut me demander de la mettre de l'autre côté, selon le scénario que je suis en train de faire. Donc, comme je le dis, c'est le scénario qui va m'indiquer quelle tuile utiliser. Moi, je vais utiliser celle-là. C'est également le scénario qui va nous indiquer où commencent nos minions, nos mechs, dis-je, sur le plateau. Et c'est le scénario qui va m'indiquer comment placer mes minions sur le plateau. Dans le scénario tutoriel, il n'y en a pas des minions sur le plateau. Dans celui que je vais vous montrer, évidemment, il y en a. De façon générale, les minions vont être placés sur les espèces de symboles de runes qu'on voit sur le plateau, qui sont les symboles de 4 couleurs. Il y a du vert, du rouge, du bleu, du jaune. On va les placer. Habituellement, c'est ça, mais chaque scénario peut avoir ses propres règles de placement. On a également 2D12 qui représentent les couleurs de runes du jeu. Il y a 2D6 qu'on va utiliser pour les dégâts. On a un petit plateau de flèches directionnelles qu'on va aller se placer quelque part dans l'orientation de notre choix autour du plateau. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on le place, on ne le change plus. Il y a le sablier qu'on va donner au premier joueur en début de partie, qu'on peut tirer au hasard. Et on a un petit 1 sur le sablier pour bien se rappeler que c'est le marqueur également de premier joueur. La méthode qu'on utilise dans le jeu, qu'on spécifie, c'est de lancer un dé de couleur puis de choisir le joueur qui est pointé par cette couleur-là. J'ai choisi rouge, le rouge pointe par ici, fait que c'est ce joueur-là qui serait premier joueur. On a un deck de cartes qu'on va se placer pas loin du jeu qui représente les cartes de programmation mech qu'on va avoir utilisées. Et on a un deck de cartes
qui sont les cartes dégâts, qu'on va se ramasser au fur et à mesure que la partie avance. On brasse ces 2 paquets de cartes-là, et on garde ça pas loin. Le dernier plateau qui est à préparer, c'est le plateau qui est ici, qui est le plateau Minion Kills, Overdrive et Doom Tracker. Sur ce plateau-là, il y a 4 choses qu'on peut utiliser selon le scénario. Dans tous les scénarios, on va utiliser les 2 pistes de Minion Kills qui sont en haut. Ça, ce que ça veut dire, c'est tout simplement qu'au fur et à mesure qu'on va tuer des minions, on va aller les placer sur cette piste-là en haut. Quand on va tuer un 5e minion, on va vider la piste et on va les monter de 1 sur notre piste d'Overdrive. Puis on va recommencer le processus, fait qu'à chaque fois qu'on se rend au 5e minion, on monte de 1 sur la piste d'Overdrive. Qu'est-ce qui a fait la piste d'Overdrive? On se rappelle, j'avais dit, la carte de pouvoir qu'on a, ce pouvoir-là, par exemple, va se déplacer une fois que ma piste d'Overdrive va être rendue à 4. Fait que dès que ça s'ouvre, dès que j'arrive, dis-je, cette carte-là s'ouvre, puis elle va me donner des pouvoirs spéciaux. Ça, je vais revenir sur comment ça fonctionne un petit peu plus tard. Mais ça, c'est pour ma piste d'Overdrive. Deuxième chose que je vais mesurer avec cette piste-là, j'ai une piste de Doom Tracker. C'est le scénario qui va m'indiquer comment cette piste-là monte. Ça peut être qu'il monte de 1 par tour, ça peut être qu'il monte quand il y a certaines situations qui se passent. Ça dépend des scénarios. Et généralement, je vais avoir une limite où on perd le scénario. Fait que si un scénario peut me dire si le Doom Tracker se rend à 15, à 8, à 6, on perd le scénario. Fait que chaque scénario va m'expliquer comment le Doom Tracker fonctionne. Finalement, je vais avoir mes 4 runes. C'est pas tous les scénarios qui s'en servent. Encore une fois, c'est certains scénarios qui s'en servent qui vont me dire de débloquer des runes ou de bloquer des runes selon les circonstances. Je vais me servir de ces pièces-là pour le faire lorsque nécessaire. Fait que je vais pouvoir retourner la pièce pour me dire que cette rune-là est bloquée ou débloquée selon le scénario. Fait que ça, c'est ma petite piste de runes. Qu'une fois qu'on a placé tout ça, on est prêt à commencer à jouer. Maintenant, la structure du tour de jeu est composée en 3 phases pour chaque tour de jeu. Comment on va gagner ou on va perdre, il va y avoir différentes façons selon le scénario. Les mecs ne peuvent pas être éliminés dans ce jeu-là. Fait qu'on on perdra jamais le scénario parce que tout le monde est éliminé. Par contre, il va y avoir le Doom Tracker qui va avancer. Et c'est le scénario qui va m'indiquer comment il avance. Puis généralement, s'il atteint certaines limites, on va perdre la partie. Fait que c'est un jeu qui a un timer. On a un compteur de tours pour voir quand est-ce qu'on perd. Comment on va gagner? Encore une fois, c'est le scénario qui va le préciser. Ça peut être d'éliminer tous les minions. Ça peut être d'aller chercher un cristal quelque part sur le plateau puis de l'amener ailleurs ou de le détruire ou de mettre des minions dans des cristaux et les détruire. Ça peut être de désamorcer une bombe, d'armer une bombe. C'est le scénario qui va m'indiquer comment on gagne la partie. Fait que quand c'est fait, on remporte la partie. Puis on va avoir une piste de temps avec le Doom Tracker pour le faire. Le tour de jeu lui-même se décompose en 3 phases. Il y a la phase que je vais appeler la phase de mech, il y a la phase de minion, puis il y a la phase de danger. Dans la phase de mech, on va drafter des cartes, on va les placer sur notre ligne de commandement, puis ensuite on va activer nos mecs dans l'ordre de tour de jeu, donc en commençant par le joueur numéro 1. Dans la phase de minion, les minions eux-mêmes vont se déplacer et s'activer. Et dans la phase de danger, il y a des choses qui vont se passer selon le scénario. Fait que peut-être que du feu va avancer, peut-être qu'une bombe va exploser, peut-être que le Doom Tracker va avancer, peut-être que vous pouvez avoir un paquet d'effets différents selon les scénarios. Fait que donc dans l'ordre, les joueurs vont drafter leur commande, vont leurs cartes, les placer, jouer. Les minions vont se déplacer, il peut y avoir des nouveaux minions qui apparaissent selon les scénarios. Et finalement, il y a une phase de danger qui est variable selon les scénarios qu'on a choisis. Fait que commençons par la phase mech. La phase mech va commencer par une phase de draft de cartes. Fait au début de la phase mech, le joueur actif, le premier joueur, va piger 5 cartes. Ça, c'est peu importe le nombre de joueurs. Il va piger 5 cartes qu'il va révéler pour que ça soit visible pour tout le monde. Les cartes viennent dans 4 couleurs. Il y a les cartes bleues, les jaunes, les vertes et les rouges. Toutes les cartes vont avoir des pouvoirs différents. Dès que les 5 cartes sont révélées, le joueur va partir le sablier, que j'ai aucune idée combien de temps, il doit être à peu près 30 secondes, 1 minute. Et les joueurs vont commencer à drafter leurs cartes à tour de rôle. On draft toujours 4 cartes, peu importe le nombre de joueurs. Donc là, par exemple, si c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, donc minimum 2 joueurs. Fait que dans ce cas-ci, si je jouais une partie à 2 joueurs, le premier joueur drafterait une carte, c'est la carte qu'il veut, le deuxième joueur en draft une. Le premier joueur, ça revient, il en draft une deuxième. Le deuxième joueur en draft une deuxième aussi. Et là, la phase de draft, elle serait terminée. Si j'avais joué une partie à 3 joueurs, le premier joueur draft, le deuxième draft, le troisième joueur va drafter aussi, le premier joueur draft une deuxième carte, et là, comme on a drafté 4 cartes, la phase de draft est terminée. La phase de sélection de cartes est déterminée. Fait qu'il y a toujours 5 cartes de disponibles, puis on en prend toujours 4, peu importe le nombre de joueurs. Fait que ça va finir par s'équilibrer, parce qu'évidemment, au prochain tour, c'est le prochain joueur qui va être le premier joueur, donc qui va choisir 2 cartes. Le tour suivant, ça va être l'autre joueur qui va être premier joueur, il va choisir 2 cartes à son tour. La carte qui n'est pas choisie, elle est tout simplement défaussée. Sortie du jeu, on ne la reverra pas de la partie. Fait que là, dans mon exemple, j'avais choisi ces 2 cartes-là. Je précise aussi que si jamais le temps s'écoule
et que les joueurs n'ont pas fini de drafter. Disons que, par exemple, là, je suis rendu à choisir ma deuxième carte. Moi et mon coéquipier avons chacun choisi une carte. Il reste ces trois-là. Et j'hésite. Je me dis, je ne sais pas quoi prendre. Le choix est trop difficile. Le temps s'écoule. Ben, si le temps s'écoule, qu'est-ce qu'on fait? Chaque joueur doit drafter 2 cartes. Fait qu'on va tout simplement brasser les cartes qui restent. On va en donner une à... On va faire la sélection de cartes qui reste à faire, mais de façon aléatoire. Puis on va continuer avec la phase suivante. La phase suivante, c'est qu'on va aller placer nos cartes dans notre ligne de commandement. J'ai 6 cases. Ça veut dire qu'à tous les tours de jeu, je vais avoir 6 actions que je vais déclencher. L'ordre dans lequel je place mes cartes est super important. Ça désigne l'ordre dans lequel je vais jouer dans la phase suivante, la phase d'activation des mecs. C'est moi qui décide dans quel ordre je place mes cartes. Fait que j'aurais pu les placer comme ça, j'aurais pu les placer comme ça. C'est vraiment moi qui décide. En me rappelant que quand je vais activer mon mec, j'aurai pas le choix d'activer toutes les cartes dans l'ordre qu'elles sont placées. Je précise aussi que plus la partie va avancer, plus je vais avoir de cartes éventuellement. Je vais avoir plein de cartes comme ça. Voyons, j'ai mis toutes mes memory cards dessus. Je vais avoir plein de cartes comme ça. Et comme vous l'avez vu, parfois je peux placer une carte sur une autre carte. Quand je suis rendu à drafter, disons qu'on est quelques tours plus tard, il y a 5 cartes qui sont placées. Comme ça, il y a 5 cartes qui sont disponibles. On commence notre phase de draft. Je draft cette carte-là, mon coéquipier draft celle-là, je draft celle-ci, mon coéquipier draft elle est défaussée. Je suis rendu à placer mes cartes, mais là, je commence à être un petit peu pris dans mes cases parce que la plupart des cases sont prises. J'ai différentes options. Je peux défausser une carte ou une série de cartes pour en mettre une autre par-dessus. Il n'y a aucun problème si ça m'arrange mieux dans la programmation de mon robot. Je peux également renforcer une carte. Quand je renforce une carte, je vais aller jouer une carte par-dessus une carte de la même couleur. Quand je fais ça, ce que ça fait, c'est que ça va déclencher un effet plus puissant de cette carte-là quand je vais l'activer. La carte a besoin d'être de la même couleur, ça n'a pas besoin d'être la même carte. Fait que si plus tard, je draft une nouvelle carte Memory Card, vu que j'en ai déjà 2, si j'en veux 3, je pourrais la placer par-dessus celle-là pour remplacer ma carte Omnistamp, mais avec une version plus puissante de Memory Card, ou je pourrais la jouer par-dessus une Memory Card pour remplacer cet effet-là par une carte plus puissante. Fait que la phase draft de cartes fonctionne comme ça. Quand chaque joueur a drafté ses cartes et les a placées, puis je le souligne, c'est important, drafter ses cartes et les placer dans sa ligne de commandement, c'est 2 étapes différentes. On n'a pas besoin de placer ses cartes au fur et à mesure où on les draft. On draft ses cartes, puis quand tout le monde a choisi ses cartes, on les place tranquillement. On n'est plus timé par le sablier quand on les place dans notre ligne de commandement. On peut réfléchir, discuter avec les autres. C'est un jeu coop. Ensuite, quand c'est fait, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va activer son mec. Fait qu'on fait tout simplement suivre ce que ses cartes disent. Si j'ai juste une carte, je vais activer le premier effet. Si j'ai 2 cartes à cette place-là, je vais activer le deuxième. Puis je peux éventuellement mettre jusqu'à 3 cartes. C'est d'ailleurs indiqué avec les 3 petites lignes comme ça, pour montrer que j'active le troisième effet. Fait que dans mon cas, ça dit, j'ai une carte, je dois me tourner de 90 degrés. Moi, je suis lui ici, fait que je me tourne de 90 degrés. Je tourne par là. Et ensuite, le petit symbole d'explosion comme ça, ou de petit cog, indique que je fais 1 point de dégâts à une cible dans un range de 1. Fait que je pourrais attaquer n'importe quelle cible qui est autour de moi dans un range de 1 et lui faire 1 point de dégâts. Je n'ai pas de cible. Je continue. Lui, il dit, deuxième case, je peux tourner de 90 degrés ou 180 degrés, puis je vais dealer 2 cartes de plus dans la prochaine phase de draft. Fait que pendant le draft, je vais piger plus de cartes. Fait que je pourrais me tourner de 90 ou de 180. Donc je me tourne de 90. Skewer. Skewer, il est à 2. Il me dit avance de 2 cases. Parfait. J'avance de 2 cases. 1, 2. J'ai un Omnistamp. Omnistamp, il est à 1. Il me dit bouge d'une case, ça peut être sur un côté ou sur l'autre. Fait que lui, il bouge de côté. Fait que Omnistamp, je bouge d'un côté, je m'en vais comme ça, disons. Memory Card, il me dit je peux encore me tourner de 90 degrés. Fait que je suis obligé de le faire, je me tourne de 90 degrés. Mon tour est fini. Fait que comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait grand chose. Si j'avais eu une autre carte, disons qu'à la fin, j'ai également la carte Speed comme ça qui est juste ici. La carte Speed me dit je peux bouger d'une ou 2 cases vers l'avant. Si je bouge sur des minions, je les tue. Fait que 1, 2, je tue ces 2 minions-là que je vais aller placer sur ma piste de Minion Kills que j'ai montré tout à l'heure. Si je fais des dégâts à des minions, tous les minions ont 1 point de dégâts. Fait que si j'avais été dans cette position-là au début de mon tour, puis j'avais activé cette carte-là, tourner de 90 degrés puis attaquer n'importe qui dans un range de 1, ça tue automatiquement lui. Fait que grosso modo, le tour va se passer comme ça. Mon coéquipier va faire la même chose. Fait que la première fois qu'on joue, généralement, on tourne en rond, on recule à des places par rapport, on tourne encore en rond puis on fonce dans quelqu'un d'autre. Généralement, nos premiers tours de jeu vont se passer comme ça. Je précise que si on avance puis on pousse un coéquipier
Si on avance dans un coéquipier, on va le pousser. Fait que si je suis comme ça puis je fais un move de 1, je vais le pousser. Et on peut également tirer ses coéquipiers. Ça va coûter 1 point de déplacement. Fait que si je suis comme ça et j'avance de 2, je pourrais décider que j'avance de 1, mais de tirer mon coéquipier avec mon deuxième point de déplacement. Si j'avançais de 4, je pourrais faire 1-2 comme ça. Mais si j'avançais de 3, je pourrais faire 1, 2, 3. Bon, un point de déplacement pour avoir déplacé lui d'une case. Il y a des petites règles comme ça qui vont être précisées sur les cartes. Les cartes ont tous des effets extrêmement différents. Lui, par exemple, il peut attaquer en diagonale, puis plus il y a de cartes placées sur sa ligne de commandement sur la même case, plus il peut attaquer en diagonale loin. Lui, il peut bouger une, deux ou trois cases, on l'a vu. Le Blaze, il va avancer puis il va attaquer les cases de chaque côté de lui. Fait que plus son Blaze est fort, plus il va avancer loin. Le Scythe, il peut attaquer plusieurs cibles autour de lui. Lui, il peut attaquer des cibles très très loin autour de lui selon le nombre de cartes qu'il a, mais il attaque juste une cible. Fait qu'il y a un paquet, lui, il attaque en ligne droite très très loin. Fait qu'il y a un paquet d'effets différents que je vais essayer d'aller me placer. Puis c'est toujours la carte qui est sur le dessus de chacune des piles qui va s'activer pendant mon tour à moi. Fait que mon tour à moi fonctionne comme ça. Quand tout le monde a pris son tour de jeu, on est rendu à la phase des minions. La phase des minions fonctionne relativement simplement. Dans certains scénarios, les minions vont commencer par bouger, puis ensuite les minions vont spawner, vont réapparaître. Certains scénarios vont modifier un petit peu ces règles-là, mais de façon générale, on va lancer un dé de couleur pour savoir dans quelle direction les minions bougent. Dans ce cas-ci, j'ai roulé en vert, fait que les minions vont se déplacer en vert vers la direction verte, fait que dans cette direction-là, les minions ne peuvent pas sortir du plateau, fait que le minion qui est dans le coin en haut ici, il va rester pogné dans son coin, tandis que lui va se déplacer d'une case. Et une fois que tous les minions ont fait leur déplacement, on va vérifier s'ils sont adjacents à un mec. Par exemple, si lui était ici, comme il est adjacent à un mec, il va infliger un dégât à ce mec-là. Comment ça se passe les dégâts? On va piger tout simplement la première carte du deck de dégâts. On va la révéler. Si la carte a un petit effet de disquette, ça veut dire qu'elle est permanente. Si la carte a un petit effet de corbeille, de poubelle, comme celle-là ici, ça veut dire qu'on applique son effet puis on la défausse. Fait que lui, par exemple, il va me dire réorganise ta ligne de commandement 1 et 2. Il y a un défaut dans mon mec, je réorganise ma ligne de commandement 1 et 2, je les inverse. Ça peut évidemment modifier ma stratégie de façon assez drastique. Les autres cartes, quand j'ai une carte de disquette, je vais aller la placer sur ma ligne de commandement. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un D6. J'ai obtenu 2. Fait que cette disquette-là s'en va juste ici. J'ai un Haywire Rotator. Fait qu'il y a quelque chose qui marche mal. Fait qu'à partir de maintenant et jusqu'à temps que je répare cette zone-là, quand je résous ma zone de commandement numéro 2, je fais ce qui est écrit sur la carte au lieu de faire ce qui est écrit sur la carte en dessous. Fait que dans ce cas-ci, à chaque fois que je vais arriver sur la ligne de commandement 2, je vais lancer un dé de couleur puis je vais tourner mon mec dans la direction de cette couleur-là, en respectant ce qui est indiqué ici. Les dégâts vont fonctionner comme ça. J'expliquerai dans quelques instants comment je répare les dégâts. La dernière chose qui va se passer, c'est que les minions vont réapparaître. Et là, encore une fois, ça va dépendre un petit peu des scénarios. Il y a plusieurs scénarios qui vont dire lance un dé et fait apparaître des minions sur les cases de cette couleur-là. Fait qu'ici, par exemple, j'ai roulé bleu, j'aurais des minions qui apparaîtraient ici et ici. Certains vont me dire qu'il y a un minion qui apparaît sur chaque rune, certains vont spécifier la rune, les minions peuvent arriver d'un côté du plateau. Il peut y avoir beaucoup d'effets différents. Puis quand les minions sont tous réapparus, selon le scénario, on arrive dans la phase de danger, puis là, ça, je peux pas la décrire trop, c'est vraiment le scénario qui me dit qu'est-ce qui se passe dans la phase de danger. Fait que dans la phase de danger, il peut y avoir plus de minions qui apparaissent, il peut y avoir des dégâts qui nous infligent, le Doom Tracker peut avancer si on n'a pas réussi à tuer une minion, il peut y avoir un paquet d'effets différents. Les 2-3 petites dernières choses qui vont me rester à décrire, comme je le disais tout à l'heure, ça je l'ai déjà survolé rapidement, je vais revenir plus en détail au fur et à mesure, comme dans mon exemple, j'avais tué 3 minions, fait qu'au fur et à mesure qu'on tue les minions, on avance là-dessus. Quand ça arrive au bout, on avance de 1 là, puis selon le chiffre où on atteint, à chaque fois qu'on tue 5 minions, on va avancer de 1 là-dessus. Puis selon les chiffres qu'on atteint, on va débloquer des pouvoirs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les pouvoirs? Les pouvoirs, je précise, qui sont débloqués quand on atteint le chiffre qui est rendu sur la carte ici. Et les pouvoirs vont fonctionner de la même façon. Quand c'est une disquette, c'est un pouvoir qui reste actif le reste de la partie. Fait que par exemple, le pouvoir que lui va commencer en début de campagne, c'est quand je pousse ou je tire un mec, un collègue, je peux le réparer d'un dégât. Je peux le faire une fois par command slot. Les command slots, c'est chacune des cases. Fait que si je réussis à tirer le même mec 2 fois avec 2 lignes de commandement différentes, 2 colonnes de commandement différentes, je peux le réparer 2 dans le même tour.
Il y a d'autres cartes sans révéler ce qu'ils font. Il y a des cartes qui vont avoir les icônes de poubelle aussi. Donc quand je vais révéler cette carte-là, je vais faire son effet une fois, puis je vais jeter la carte. Je vais m'en servir juste une fois dans la partie. Ça, c'est pour les pouvoirs. Deuxième chose, les cartes de réparation. Comment je fais pour réparer des ondes? Ben, c'est dans ma phase de draft de cartes, dans ma phase de sélection de cartes en début de tour. Toutes les cartes, comme je l'ai dit, viennent en 2 couleurs. Et quand je sélectionne une nouvelle carte dans ma phase de sélection de cartes, comme je suis dans une partie à 2, ça veut dire que je vais en sélectionner 2 par tour, je peux toujours jeter la carte au lieu de la placer dans ma ligne de commandement pour appliquer l'effet qui est dans le bas de la carte. Fait qu'on voit ici mon fuel tank, il y a des effets si je le mets dans ma ligne de commandement, mais si je décide de le scraper, le mot scrap, je vais réparer un dégât. Fait que quand je choisis de placer mes cartes dans ma ligne de commandement, je peux dire le fuel que j'ai sélectionné dans le draft, je ne le garde pas, je le jette, mais je jette ma carte de dégâts, réactivant ce qui est en dessous. Les cartes bleues et rouges servent à réparer comme effet secondaire, alors que les cartes jaunes et vertes servent à changer 2 zones de ma ligne de commandement, interchanger ce qu'ils ont sur leur zone de commandement. Ce qui veut dire que je pourrais sélectionner cette carte-là, j'en ai pas besoin, je décide de l'acheter et je décide que j'échange Skewer et Sight parce que j'ai besoin de me déplacer avant de commencer à attaquer avec mon Sight, ou je mets mon Speed au début en l'échangeant avec mon Memory Core parce que je veux me déplacer avant d'activer toute ma ligne de commandement. Finalement, tous les minions ont également un pouvoir spécial qui est indiqué complètement dans le bas si le overdrive se rend jusqu'à 15. C'est évidemment pas à toutes les parties qu'on va se rendre à 15 d'overdrive parce que c'est un très gros chiffre, mais si on se rend jusqu'à 15, on débloque le pouvoir qui est dans le bas ici, puis le pouvoir il est différent pour chaque mec qui est à l'intérieur du jeu. Et avec ça, ça fait pas mal le tour. C'est pas un jeu qui est si compliqué que ça. Fait que donc, on sélectionne nos cartes à tour de rôle, on place nos cartes dans notre ligne de commandement, on peut remplacer une série de cartes par une nouvelle couleur si on veut, sinon on peut toujours placer une carte sur le dessus pour augmenter l'effet de la carte qu'on vient de placer. Ensuite, on active nos mecs dans l'ordre de tour de jeu, on est obligé de faire toutes les cartes, on ne peut pas sauter de case. Les minions bougent généralement suivant le code de couleur. Les minions vont réapparaître toujours généralement suivant le code de couleur. Il y a une phase de danger. On recommence comme ça jusqu'à temps qu'on soit capable d'atteindre l'objectif ou que le Doom Tracker se rende trop loin. Finalement, au niveau des règles, une dernière petite chose que tu vas apprendre à découvrir, des dernières petites choses, c'est que chaque scénario va t'amener de nouvelles règles. Fait qu'il y a un scénario, par exemple, où on va t'introduire le concept des espèces de mud slide, des espèces de couches de boue qui vont accélérer sur lesquelles tu vas glisser. Le scénario va t'expliquer comment ça marche. De la même façon, il y a un autre scénario qui va t'introduire le feu, les espèces de barricades avec des pics, les espèces de petites sources d'énergie comme ça ici. Chaque scénario va t'expliquer clairement des nouvelles petites règles comme ça qui vont rentrer au fur et à mesure que la partie avance. Autre chose aussi à préciser, la première sélection de cartes de la partie, fait que le draft du premier tour, on va toujours mettre 10 cartes sur la table et chaque joueur va en choisir 2 parmi ces 10-là, peu importe le nombre de joueurs. Fait que même si on joue à 4, on met 10 cartes, chaque joueur en prend 2. Si on joue à 2, on met 10 cartes, chaque joueur en prend 2. Et à partir du deuxième draft de la partie, là, ça va toujours être 5 cartes sur la table, 4 draftées, peu importe le nombre de joueurs. Donc, si on joue à 2, chaque joueur en prend 2. Si on joue à 4, chaque joueur en prend 1. Et si on joue à 3, il y a un joueur qui en prend 2. Les 2 autres en prennent 1. Fin de la parenthèse. Maintenant, au niveau des composantes, comme je le fais d'habitude, je commence avec les composantes. C'est un jeu où les composantes sont parfaites. Là. Il n'y a absolument rien à dire au niveau des composantes. J'en parlerai pas si longtemps que ça. Il y a un petit relief sur les tuiles. Fait qu'on le sent, là, si on y touche. Là. Il y a un petit relief sur chacun des éléments qui est placé. Les jetons il y a très très peu de jetons. Les seuls jetons qu'il y a, c'est justement les espèces de petits cristaux comme ça qui sont en plastique, ou les cogs qui sont littéralement en métal. Là. C'est des pièces de métal. Fait que c'est de la super bonne qualité. Les figurines pour les mecs sont pré-peintes. Très beau travail. Pour les minions, il y a une espèce de petit wash là, qui est déjà installé, fait qu'il y a un effet d'ombre dessus qui est vraiment super. L'insert du jeu, il est parfait. C'est un des premiers inserts de type Game Trace. C'est pas Game Trace qui l'a fait, mais de ce genre-là qui est installé. Fait qu'on a tous les minions rentrent parfaitement
à l'intérieur de chacun des espaces du jeu. Puis c'est bien pensé parce que les minions, ils ont quelque chose comme 3 ou 4 sortes de sculptes différents, de sculptures différentes. Fait qu'ils n'ont pas toujours la même position, mais l'insert il est pensé pour que n'importe quelle figurine va à n'importe quel endroit à l'intérieur de l'insert. Donc on se casse pas la tête quand on resserre ça, contrairement par exemple à un zombicide, si on a gardé l'insert, qu'on sait pas quel zombie va où, fait que ça rentre mal, celui-là c'est pas un problème. Fait que tout rentre parfaitement bien dans la boîte, les tuiles, le visuel des cartes, tout est parfait, il n'y a rien à dire, c'est un jeu avec les composantes, c'est un 10 sur 10. La seule chose que je rapprocherais peut-être aux composantes, il y a 2 choses. Au niveau de l'insert, il n'est pas pensé pour des cartes sleevées. Puis comme c'est un jeu de draft, on va quand même brasser le paquet une fois par partie. Puis des fois, surtout les cartes de dégâts, il peut y avoir des effets où on rebrasse le paquet. Fait que j'aurais aimé qu'ils pensent que certains joueurs vont sleever leurs cartes parce que ça prend évidemment plus de place les cartes sleevées. Puis là, l'insert est moins bien pensé pour ça. Il n'y a pas tant de place pour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je reprocherais au niveau des composantes, puis un petit peu au niveau du gameplay d'une certaine façon, fait que je commence en même temps ma critique du gameplay, c'est que toutes les cartes de commandement, c'est un jeu de campagne, et toutes les cartes de commandement, donc les cartes d'action qu'on va placer sur son plateau, sont débloquées dès la première partie. On n'en débloque aucune autre tout au long de la campagne. Fait que dès la première partie, on va avoir, pas fait le tour, c'est pas bien exprimé, mais on va avoir vu potentiellement toutes les cartes qu'on pourrait acheter. Le jeu a quand même une belle rejouabilité parce qu'on les placera jamais dans le même ordre. Fait qu'il y a une carte que je vais un fuel tank que je vais avoir une partie, mais que je vais avoir juste un tour parce que le tour d'après, je vais déjà mettre une carte par-dessus parce que j'ai eu une carte de burn un petit peu plus forte que je veux mettre sur le dessus pour qu'elle soit de niveau 2, etc. Fait qu'on verra quand même jamais les mêmes combinaisons de mech, d'activation de mech. Puis je comprends qu'on veut que les joueurs apprennent les cartes au fur et à mesure que la campagne avance, parce que comme c'est un jeu de sélection de cartes en temps réel, au moment où on choisit les cartes, c'est pratique quand on les connaît toutes les cartes, parce qu'on voit ces cartes-là, j'ai besoin de bouger, je vois un speed qui sort, je le prends, on en parle avec les autres, je sais que Skewer, ça me permet de bouger aussi, des trucs comme ça, fait que ça me permet de mémoriser, d'apprendre les cartes, mais j'aurais quand même aimé qu'à tout le moins, il y ait, mettons, une nouvelle série de 4-5 cartes qui apparaissent à chacune des parties, ou à toutes les 2-3 parties, juste pour venez mettre un petit élément de, pas de surprise, mais de nouveauté à l'intérieur de chacune des parties. Là, pour l'instant, l'élément de nouveauté vient vraiment des règles qu'on va voir sur les tuiles de plateau et sur les objectifs de mission. À part ça, c'est à peu près la seule critique que j'ai à faire au niveau du gameplay. De la façon de jouer, à part ça, c'est vraiment un jeu que j'adore. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Les missions sont intéressantes. Les parties ne sont pas très longues. Généralement, c'est en dedans de 90 minutes. Puis même nos premières parties vont être en dedans de 60 minutes. Fait qu'au début de la campagne, on peut jouer 2 parties dans la même soirée facilement. Après, ça va être un petit peu plus compliqué, ça va être un petit peu plus long. Mais ça, on dépassera 90 minutes, peut-être 2 heures certaines parties, mais de façon générale, ça va être plus autour de 90 minutes. Fait que c'est une durée qui est assez raisonnable. Vous l'avez vu, les règles sont pas très compliquées. On sélectionne nos cartes, on place ça, puis après, on espère pour le mieux en espérant que ça se passe bien, la façon dont notre mec va s'activer. Puis les premières parties sont vraiment très drôles parce qu'on fait n'importe quoi, on apprend le jeu. Puis ma première partie, j'ai littéralement passé la partie à tourner en rond dans un coin. Parce que j'avais de la misère à sélectionner une bonne carte qui me permettait de bien aligner. Et éventuellement, on gagne de l'expérience puis on devient meilleur à prévoir qu'est-ce que notre mec va faire, de quoi on a besoin pour le placer au bon endroit, pour essayer de faire quelque chose qui a de l'allure, à quel moment être capable de sacrifier une colonne de cartes. Parce que là, je tourne trop sur moi-même, puis en début de campagne, on ne voudra pas perdre des cartes, fait qu'on ne voudra pas enlever une carte qu'on a déjà placée, même si on tourne 2-3 fois de trop dans un tour. Fait qu'il y a vraiment des belles mécaniques à l'intérieur du jeu. Il y a un bel aspect de programmation à l'intérieur du jeu, puis il n'y a pas beaucoup de jeux de programmation qui le font bien, puis encore moins, à ma connaissance, de façon coopérative, dis-je. Comme c'est un jeu qui est co-op, ça nous permet d'aller chercher de l'aide de nos alliés ou d'en donner. Si jamais on se rend compte on a besoin de faire quelque chose, des fois il faut se timer, des fois il faut être extrêmement précis avec qu'est-ce qu'il faut faire, il faut se ramasser avec tel objet sur telle case à tel tour pour être capable de gagner le scénario. Fait qu'on a besoin d'être extrêmement précis dans les cartes qu'on va jouer. Puis la façon dont on va construire notre série d'actions, c'est super intéressant. Ça ouvre la porte à des erreurs qui sont littéralement très très drôles quand ça se passe. Fait que c'est un jeu qui va amener des beaux échanges et une belle coopération autour de la table. Ajouter à ça des super belles composantes. C'est un jeu qui a beaucoup de gueule sur la table, là, qui a un effet wow quand les joueurs le voient sur la table, qui est impressionnant quand on le voit. Une qualité de figurines absolument extraordinaire. T'sais, c'est des figurines de bonne dimension, en plus elles sont prépeintes. Fait que c'est absolument extraordinaire. Fait que pour moi, c'est un très 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 bon jeu.
qui vaut la peine de se le procurer si on aime les jeux coopératifs et si on aime les jeux de programmation. L'aspect de programmation ne plaira pas à tous parce qu'il est impardonnable. Si on a placé une carte au mauvais endroit, si on s'est placé une carte pour tourner au début de notre tour, puis on n'y a pas pensé, on a joué trop vite, alors on commence tout le temps notre tour en tournant, fait qu'on finit tout le temps s'en aller dans la mauvaise direction. Fait que ça va déplaire à certaines personnes, j'en suis persuadé. Fait que le jeu est relativement impardonnable à ce niveau-là. Le niveau de difficulté n'est pas trop haut. Puis il y a 2 modes de difficulté pour chacun des scénarios. Des fois même 3, si je ne me trompe pas. Même si il y a toujours au moins 2 modes de difficulté pour chacun des scénarios. Fait qu'on peut le prendre au mode normal ou se le baisser de niveau de difficulté si on veut se donner une chance. Parce qu'on est en train d'apprendre le jeu parce que c'est trop difficile pour nous autres. Fait que ça, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup aussi la façon dont ce petit plateau-là fonctionne, qui va nous permettre, au fur et à mesure qu'on tue des minions, qui va nous permettre de débloquer les pouvoirs qu'on a. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est le truc qu'on a de nouveau au fur et à mesure qu'on avance dans la campagne. On va se débloquer des nouveaux pouvoirs. On ne pourra pas en avoir 17 actifs en même temps, fait qu'au début des parties, il va falloir choisir quelle carte pouvoir on veut avoir. Mais on a beaucoup d'options. Chaque partie nous amène une nouvelle carte pouvoir pour chacun des mecs qui est à l'intérieur du jeu. Le plus gros défaut du jeu, dis-je, c'est probablement son accessibilité. Puis là, je parle au niveau physique, là, de se procurer le jeu. Aujourd'hui, là, c'est un jeu de 2015 ou 2016, là, c'est un jeu quand même assez vieux dans l'univers du board game. Aujourd'hui, le jeu est un petit peu plus facile à trouver, mais quand il était sorti, il sortait par vague de cette compagnie-là, il le faisait par vague, puis il était très difficile à se procurer parce qu'il y en avait un nombre limité. Aujourd'hui, on peut tout simplement le commander à la compagnie, mais il faut le commander différemment chez Riot Games. Fait qu'il faut aller sur le site internet de Riot Games, le commander, il livre au Canada. Les frais de livraison sont quand même relativement dispendieux, j'ai pas vérifié pour l'Europe. Je suis pas mal certain qu'il livre, mais les frais de livraison doivent être encore plus dispendieux. Le jeu se vend, si je ne me trompe pas, environ $100 US, ce qui est un prix très respectable pour la quantité de matériel, pour la qualité du matériel, pour la qualité du gameplay qu'on a à l'intérieur de la boîte. Les frais de livraison, évidemment, amènent un petit bémol par rapport à ce prix-là. Mais si jamais c'est un type de jeu qui vous parle et qui vous intéresse et que vous êtes prêt à mettre cet argent-là sur le jeu, je pense que vous ne le regretterez pas. Moi, c'est un jeu que je recommande chaudement si on est prêt à mettre l'argent dessus. Évidemment, si les jeux de programmation, ça ne vous attire pas plus qu'il faut, les jeux qui vont être impardonnables si on fait une erreur quelque part dans notre arbre de programmation, c'est probablement pas quelque chose qui va vous parler. Puis je termine en disant que moi je ne connais absolument rien de l'univers de League of Legends. Je connais aucun des personnages, je connais pas l'univers, je connais pas le jeu, je connais ça de nom seulement. Fait qu'on n'a pas besoin du tout d'être un fan ou un amateur de cet univers-là pour apprécier ce jeu-là, à tout le moins selon moi. Je ne le suis pas, je ne connais rien là-dedans, et c'est un jeu que j'ai franchement adoré. Cela étant dit, j'espère que ça satisfait votre curiosité. Je ne sais pas si ça vous a incité à vous le procurer ou ça vous a convaincu de ne pas le faire. À tout le moins, j'espère que j'aurai répondu à certaines interrogations sur le jeu, que je vous aurai bien montré comment ça fonctionne, donner une bonne impression du jeu. Et moi, je vais terminer en vous disant que si ce n'est pas encore fait, venez vous abonner à notre chaîne YouTube, venez nous visiter sur Facebook, Twitter, Instagram, et vous pouvez également nous supporter sur Patreon pour qu'on continue à vous fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, je te dis ciao, à la prochaine et fais attention à toi.